Bien, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter donc le chapitre sur le champ magnétique. Alors on va reprendre dès le début, bien qu'on ait déjà commencé un petit peu à le faire en classe. Alors vous le savez, les aimants attirent les objets en fer. Et vous savez aussi que les aimants ont deux pôles, un pôle nord, un pôle sud. Et si on met les pôles nord, deux pôles nord face à face ou deux pôles sud, les aimants se repoussent et dans le cas contraire, ils s'attirent. Alors si on considère une boussole c'est un petit aimant avec un pôle nord et un pôle sud. Et si on la met en face ou à côté d'un aimant, eh bien le pôle nord de la boussole est attiré par le pôle sud de l'aimant. En général, c'est le pôle nord de la boussole qui est en rouge ou qui porte une pointe. On peut donc considérer qu'une boussole, c'est une petite flèche, comme ça. C'est souvent d'ailleurs en forme de flèche. Alors, les boussoles pointent en général, enfin pointent toujours, vers le pôle nord géographique de la Terre. Mais comme on le voit ici, la boussole en fait pointe vers un pôle sud magnétique. Et donc, le pôle nord géographique de la Terre est en fait un pôle sud magnétique. Donc, ce que vous pouvez noter, le pôle nord géographique est un pôle sud magnétique. Alors donc, ces aimants qui sont capables donc de modifier la direction d'un autre aimant, d'une boussole, créent quelque chose dans l'espace qu'on appelle un champ magnétique. Et donc, ce champ magnétique donc, est invisible, a priori, mais il peut créer donc à distance une force. Alors, ce champ magnétique, on va le représenter par des flèches qu'on appelle le vecteur champ magnétique, exactement comme des petites boussoles. Donc pour le moment, le champ magnétique B, ce sera comme une petite boussole. Alors si on descend un petit peu, voilà un aimant avec un pôle nord, un pôle sud. Et voilà, on va placer, on se demande dans quel sens va aller la flèche si je la mets en A ou en B. Alors c'est plus simple de commencer par la B. Si je place un aimant en B, eh bien, une boussole en B, elle va indiquer le pôle sud, comme ce que l'on a vu au-dessus. Et donc je vais mettre une flèche qui s'oriente vers le pôle sud. Au contraire, si on met la boussole en A, elle va pointer dans l'autre sens, puisque la boussole, je vous rappelle que au niveau de la flèche, c'est un pôle sud, mais de l'autre côté, c'est un pôle nord. Et donc, excusez-moi, j'ai inversé. Au niveau de la flèche, là ici, on a un petit pôle nord, et là un pôle sud. Et donc, c'est ce pôle sud qui est attiré par ce pôle nord de l'aimant. D'accord? Donc, le champ magnétique s'oriente toujours vers le pôle sud, et au contraire, fuit le pôle nord, si on peut dire. Alors on verra en C un peu plus tard comment on peut placer le champ. Alors le champ magnétique, on peut le mesurer avec un teslamètre. Vous l'avez fait en activité expérimentale. La sonde se trouve au bout ici de cette barre. L'unité du champ magnétique, c'est le Tesla, que l'on note avec un grand T. Alors par exemple, le champ magnétique de la Terre, c'est 5 × 10 - 5 Tesla. Ce serait bien pour vous de retenir cette valeur. Euh, Elle peut être demandée, même si c'est rare. Pour le champ magnétique au voisinage d'un petit aimant, 10 - 3 Tesla, oui, ce sont des petites valeurs, mais on constate que le champ magnétique à proximité d'un aimant est beaucoup plus important que celui proche de la Terre. Là, on est à 10 - 5, là 10 - 3, ce que l'on comprend aisément. Si vous mettez une boussole à côté d'un aimant, elle est attirée par l'aimant, et donc on voit bien que l'aimant est plus fort, entre guillemets, il a un champ magnétique plus fort que celui de la Terre. Voilà, et on parlera après donc, du champ créé dans l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, qui utilise des électroaimants et qui peut produire donc à ce moment-là des champs très forts de 5 Tesla jusqu'à 20 Tesla. On peut rajouter ici jusqu'à 20 Tesla. Donc beaucoup plus important que le champ créé par un petit aimant. Vous voyez, 1000 fois plus grand, voire 10 000 fois plus grand.
Donc vous l'avez compris, la valeur du champ magnétique diminue aussi si on s'éloigne d'un aimant. Plus on s'éloigne d'un aimant, moins il agit en quelque sorte. C'est assez évident. Alors, en activité expérimentale, vous avez observé, en mettant de la poudre de fer autour d'un aimant, vous avez observé que cette poudre de fer formait des lignes. Ces lignes, on les appelle les lignes de champ. Et ce qu'on observe, toutes les lignes ensemble, s'appelle le spectre magnétique. Alors, si on met des petites boussoles autour de l'aimant, on s'aperçoit qu'elles s'orientent, elles se mettent suivant les lignes de champ. En fait, quand on met de la poudre de fer, c'est comme si on mettait des petites boussoles minuscules. Les poudres de fer, en fait, est constituées comme de petites aiguilles, si vous voulez, de fer, et qui, finalement, se transforment en petits aimants. Donc, bref, les boussoles, ici, s'orientent toujours, bien comme on l'a dit tout à l'heure, elles indiquent un pôle sud. Donc ici, on a un pôle sud, et là, un pôle nord. Alors, deux choses importantes. Le vecteur champ magnétique, donc se représente exactement comme les flèches des boussoles, est donc tangent aux lignes de champ, et il est orienté du pôle nord vers le pôle sud, à l'extérieur de l'aimant. On se place toujours à l'extérieur de l'aimant. On part du pôle nord, et vous voyez, on va vers le pôle sud. Donc c'est un peu comme si quelque chose sortait du pôle nord et retournait au pôle sud. Alors en dessous, on peut représenter plus précisément maintenant des vecteurs champs magnétiques en tenant compte de leur intensité. Alors il faut placer les points A, B et C sur votre schéma, à peu près à 1 cm ici. Voilà. Alors on nous donne des valeurs et une échelle de représentation. Alors on va modifier un petit peu l'échelle, elle n'était pas correcte, on va prendre 10 au lieu de 5, 10 moins 2 Tesla. Alors, donc c'est une simple proportionnalité, on a déjà travaillé ça, c'est simple. Donc par exemple pour le champ en A, c'est 0,15 Tesla. Je fais un petit tableau de proportionnalité, BA, et je cherche la longueur du champ en A. On fait un produit en croix, et donc on obtient XA égale 1 fois 0,15 divisé par 10 fois 10 moins 2. On trouve 1,5 cm. Donc on va représenter le champ magnétique partant de A avec une longueur de 1,5 cm. Donc il faut faire attention, le champ s'oriente, part du pôle nord et va vers le pôle sud. Donc je dois ici partir du pôle nord. Et donc je vais représenter un vecteur de 1,5 cm. Alors c'est bien, j'ai placé le vecteur, et je n'oublie pas surtout de mettre le symbole. Donc c'est le champ B au point A. Alors pour le champ au point B, on voit qu'il a la même valeur, 0,15 Tesla. Donc XB est égal aussi à 1,5 cm. Et donc je peux représenter ici le vecteur. Voilà, alors on a l'impression que ça rentre dans l'aimant, enfin la représentation rentre dans l'aimant, ce que ne ferait pas une boussole par exemple. Mais là, donc on est évidemment, vous avez compris, ce n'est pas vraiment une boussole, c'est le champ magnétique. Alors, pour le champ au point C, vous avez 0,1 Tesla, et donc finalement, ça nous fera une longueur XC égale à 1 cm. Alors là, c'est un peu plus délicat, vous voyez que c'est sur la courbe ici, donc la ligne de champ qui courbe, et on doit être bien tangent à cette ligne de champ. Donc je dois placer ma règle vraiment d'une manière tangente à partir du point C. Donc il ne faut pas vouloir aller trop rapidement vers le pôle sud, vous voyez. On est obligé de suivre la ligne de champ, et donc qui est orientée vers le pôle sud néanmoins. Donc je vais mettre comme ça fait à peu près ça. Donc là, évidemment, ça dépend de la position. Donc au début, je suis confondu avec la courbe.
Après, je m'en éloigne forcément un petit peu, hein, pour les tangences. Voilà, donc ici, on a le champ au point C. Il est un peu plus petit que celui au point B, puisqu'on est plus loin. Quand on s'éloigne d'un pôle, donc le champ diminue. Voilà, je crois que vous avez compris. Alors, vous aviez aussi observé les lignes de champ pour un aimant en U. Alors, si on observe les lignes de champ sur un aimant en U, en fait, on s'aperçoit qu'elles sont perpendiculaires. Je vais en faire quelques-unes. Perpendiculaires. Elles sont perpendiculaires, comme cela, à ce qu'on appelle l'entrefer. On se place dans l'entrefer ici, là, entre les deux pôles. Voilà, on a des lignes de champ qui sont comme ça. J'en fais quelques-unes. Donc, ligne de champ. Alors, elles sont perpendiculaires et on peut, si on mesure le champ magnétique, on s'aperçoit qu'en fait, il est le même partout dans l'entrefer. Alors, évidemment, il ne faut pas aller trop près ici. C'est vraiment juste dans cette petite partie-là, localement, hein. Si on sort un petit peu, la valeur du champ diminue. La mesure n'est pas tout à fait facile. En fait, il y a une petite zone comme ça où le champ est le même partout. Ici, on nous donne 10,2, 10 puissance moins 2 Tesla. Donc, comme tout à l'heure, on peut représenter le champ. 1 cm pour 1 10 moins 2 Tesla. Donc là, ici, c'est assez simple. Ça fait directement 2,3 cm. On a B, XB, si vous voulez. X est égal donc à 2,3 cm. Voilà, je les ai déjà représentés. Ici, le champ en B est le même que celui en A. On peut l'appeler B. Ici, il s'appelle B, du coup, puisque c'est le même partout. Alors là encore, vous voyez que les flèches, elles dépassent l'aimant. Hein. Ce ne sont pas des vraies boussoles. Hein. C'est une représentation. Alors, il est possible de réaliser des aimants avec des bobines de fil. Ici, vous voyez un fil qui est enroulé comme ça sur lui-même, qui forme une sorte de cylindre qu'on appelle un solénoïde. Vous avez ici le solénoïde. Et évidemment, pour qu'il soit transformé en aimant, il faut le faire parcourir par un courant électrique. Donc, vous voyez des fils ici qui emmènent le courant électrique, qui va circuler autour. Hein, vous avez le fil ici, il arrive là, et ensuite il tourne, il tourne, il tourne, et il ressort ici, comme cela. Donc vous avez un courant qui tourne, et on s'aperçoit que si on place des boussoles d'abord à l'extérieur, ici, eh bien on a vraiment le même phénomène qu'un aimant, c'est-à-dire que ici, les boussoles sont orientées vers ce pôle, et là elles le fuient. Donc on comprend bien que on a un pôle ici sud, et là un pôle nord. Donc on a constitué en fait un aimant. Si on place de l'émail de fer, on va voir exactement pareil, des lignes de champ comme pour l'aimant droit. Alors ça c'est intéressant parce que finalement on peut faire des aimants, vous voyez, avec uniquement un fil et en faisant passer du courant. Donc ça c'est intéressant. On peut donc, alors on va voir après qu'en augmentant le courant électrique, intuitivement on comprend qu'en fait on va pouvoir augmenter la valeur du champ magnétique créé par cet électroaimant. Donc on appelle ça un électroaimant. Donc ici les avantages, il peut être très intense le champ magnétique créé par un électroaimant, justement parce qu'en augmentant l'intensité du courant, on augmentera autant que l'on veut, a priori, le champ magnétique. Et en plus l'avantage, si on coupe le courant, on fait disparaître le champ magnétique. Donc ça c'est très intéressant. Alors dans le domaine médical, on l'utilise justement dans l'IRM. Alors comme on a besoin de courant très fort, de champ magnétique très intense, donc de courant très important, on est obligé d'utiliser des fils de supraconducteurs qui n'ont aucune résistance lorsqu'on descend à moins 273 degrés Celsius. Bon, ça c'est vraiment histoire de rentrer dans le détail.
Alors, maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur du solénoïde. Parce qu'en fait, lorsqu'on fait une IRM, je vous montre une image qui est dans le livre. Lorsque vous mettez un patient dans la machine, entre guillemets, de l'IRM, vous voyez, en fait, c'est un peu comme si on rentrait dans le solénoïde. Voilà. On rentre à l'intérieur de la machine qui va créer à l'intérieur un champ magnétique. Donc on va, en simplifiant beaucoup les choses, on peut imaginer que la machine, voilà, c'est justement une bobine, un solénoïde, comme cela, et le patient rentre à l'intérieur. Donc on s'intéresse au champ magnétique dans cette bobine, dans ce solénoïde. Alors vous l'aviez fait en activité expérimentale et vous aviez mesuré le champ magnétique à l'intérieur, justement, et vous êtes aperçu que ce champ magnétique avait une intensité donc qui augmentait avec l'intensité du courant. Et donc, si on fait de multiples valeurs, on va s'apercevoir qu'en fait, vous voyez, par exemple, je vais à 1 ampère, on pourrait mesurer le champ, à 2 ampères, on mesure un autre champ, à 3 ampères, un autre champ, etc. Et on s'aperçoit que tous ces points sont alignés selon une droite qui passe par l'origine. Ici, on a bien représenté le champ magnétique B en fonction de l'intensité du courant. Alors, donc si tous ces points sont alignés, on peut dire que le graphique du champ magnétique B en fonction de l'intensité du courant I est une droite passant par l'origine, donc B et I sont proportionnels. Il faut non seulement qu'il y ait une droite, mais en plus que cette droite passe par l'origine pour dire que B et I sont proportionnels. Et à ce moment-là, on a une relation mathématique simple de proportionnalité, B égale K fois I, où K est une constante. Alors dans cet exercice, on peut déterminer la valeur de la constante. Pour cela, on prend un point le plus loin possible, ici, pour toujours avoir des valeurs les plus importantes possibles. Et on construit ici en pointillé, on cherche les coordonnées de ce point. Alors on choisit un point adéquat, c'est-à-dire qui tombe à peu près juste, pour être le plus précis possible. On lit donc une intensité de 6 ampères. On lit que pour une intensité de 6 ampères, on a un champ magnétique de 0,04 Tesla. On peut donc trouver la valeur de K en remplaçant par les valeurs. Ici, directement, si je veux la valeur de K, je m'aperçois qu'il faut passer I de l'autre... Ah pardon, excusez-moi, vous ne voyez pas, je suis là. Si je prends cette formule, si je veux K, je dois passer I à gauche. Il va donc, ici, il multiplie, il va donc diviser. Il est en haut, il passe en bas. Ça fait B divisé par I. Donc, K est égal à B divisé par I. Et donc, si je remplace par les valeurs, B ici, c'est 0,04 Tesla, divisé par I, c'est-à-dire 6 ampères. Et donc, si je fais le calcul, on trouve 6,7 multiplié par 10 puissance moins 3. Alors, l'unité de K, ici, on la trouve simplement B, ici, divisé par I. B est en Tesla, divisé par I en ampères. On a divisé donc des Tesla par des ampères. Et donc, finalement, l'unité, ce sera du Tesla par ampère, Tesla, ampère moins 1. Voilà. Alors, je vous laisse lire les documents pour l'IRM, page 114-115, avec l'image que je vous avais montrée. Voilà, je pense donc que l'explication de cet exercice va vous aider pour l'exercice 10 si ce n'était pas bien compris. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.